Bonjour, vous écoutez Si le cœur vous en dit, le podcast qui donne le micro à vos histoires d'amour. Moi, c'est Marguerite, et mon projet c'est de devenir thérapeute de couple. J'ai donc décidé de lancer mon podcast afin de mettre le pied à l'étrier. Le but, c'est de désidéaliser l'amour et de le montrer tel qu'il est vraiment. Beau, parfois douloureux, intense et un peu tout ça en même temps. Si ça vous intéresse de découvrir tout ça avec moi, abonnez-vous. Et maintenant, place à mon invité du jour. Aujourd'hui, je reçois Alix qui vient me raconter son histoire avec Augustin, son mari, et comment ils ont pris soin de leur couple dans leur parcours de parentalité pas évident. Alix m'a appris beaucoup de choses et cet épisode était très vrai. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Bonne écoute! Coucou Alix! Salut Marguerite! Merci beaucoup d'avoir accepté de venir me raconter ton histoire et de m'avoir proposé surtout de venir me raconter ton histoire d'amour avec Augustin à mon micro. Avec plaisir, je suis ravie d'être là. Trop cool. Est-ce que tu peux nous dire comment tu te sens au début de cet enregistrement ? Alors j'avoue que je suis un peu stressée comme avant chaque chose nouvelle, mais hyper heureuse de pouvoir tester une nouvelle chose, de pouvoir déjà te rencontrer et je trouve ça chouette de partager les histoires, qu'elles soient communes ou un peu extraordinaires. Donc voilà, je suis trop contente de faire ce podcast avec toi. Trop cool, trop cool, trop cool. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ton histoire a commencé avec Augustin ? Je crois qu'elle a commencé il y a quasi la moitié de ta vie. Il y a quasi très longtemps, effectivement. On s'est rencontrés au lycée, on était pensionnaires tous les deux. C'est assez cliché comme début d'histoire. Lui était dans la pension de garçon et moi dans la pension de filles avec 2 kilomètres d'écart. Et voilà, on s'est rencontrés, du coup on était dans la même pension. Et il se trouve qu'Augustin a eu une méningite quand on était en première. Donc voilà, c'est des toutes petites écoles, donc forcément on en a entendu parler. Il était dans le coma pendant 8 jours, donc voilà, c'était une période très intense, des écoles catho, donc on a beaucoup prié pour lui, on a beaucoup entendu parler de lui et tout ça. Et c'est vrai qu'à 16 ans, un de nos amis, moi je le connaissais pas très bien, mais un de nos amis qui tombe dans le coma pendant une semaine, c'est très, ça marque. Et donc voilà, et après son coma, il a fini par miraculeusement se réveiller, s'en sortir sans séquelles et tout ça. Donc et voilà. Et la rencontre officielle a eu lieu, donc il est tombé dans le coma en décembre. Et moi, je l'ai rencontré juste avant les vacances de février, à une soirée entre copains. Il a été ramené par un de mes copains de ma promo. Et ça a été un peu le coup de foudre. Voilà, Gus dit souvent, et j'avoue que j'adore, que quand il m'a vue à ce moment-là, il a su tout de suite que j'étais la femme de sa vie. Donc voilà, je trouve ça très chouette. Incroyable. Et ça a pris très vite, clairement, on va pas faire semblant, on s'est dragué toute la soirée. Je me souviens qu'il allait avoir un portable juste après. Mais il y avait une histoire de carte SIM, il avait noté son numéro sur un ticket de métro pour qu'on puisse... où je lui avais noté mon numéro, je sais plus, mais s'envoyer des textos pendant les vacances juste après. Enfin voilà. Donc le coup de foudre a été assez immédiat et du coup très vite, on s'est pas. Voilà, on a commencé à beaucoup évidemment discuter, on se tournait beaucoup autour et tout ça. Et voilà, et notre histoire a entre guillemets officiellement commencé. Donc on s'est embrassés pour la première fois. En septembre, donc notre rentrée de terminale, voilà, donc 9 mois à peu près, un peu plus de 9 mois après, voilà. Mais donc pendant 9 mois, en vrai, voilà, c'était comme si voilà, dans nos cœurs en tout cas, l'histoire avançait bien, quoi. Et vous aviez 15 ans, 16 ans ? On avait 16 ans, oui, je crois. Ça a commencé en février de première, donc on devait avoir 16 ans, oui, 16 ans. Et tu dirais que ça a eu quoi comme impact sur le début de votre relation, le fait que Gus, je me permets. Ouais, bien sûr, je l'appelle que Gus. Qu'il ait eu sa maladie, ça a eu des impacts, j'imagine, sur votre... Ouais, je pense que du coup, lui avait pris un énorme coup de maturité, parce qu'en fait, quand t'as 16 ans, tu frôles la mort et que les médecins te disent... Alors lui, évidemment, son coma, il s'en est pas rendu compte, mais il s'est réveillé, il était aveugle pendant... pas très longtemps, mais ça a duré au moins 24 heures dans mes souvenirs. Donc voilà, donc c'est des choses qui sont quand même très intenses. Et moi aussi, vivre ça, même sans le connaître, c'était la première fois que j'étais vraiment confrontée à une maladie grave, en plus quelqu'un de mon âge et tout ça. Donc je pense qu'on avait une espèce de
lui, une espèce de soif de vivre assez intense, alors qui s'est manifesté par une envie d'avancer très vite, en tout cas dans les projets, dans les discussions et tout ça. Et moi, forcément, de la maturité. Sachant qu'en même temps, sa maman était enceinte, Gus c'est le deuxième de 7 garçons, et sa maman était enceinte du coup de leur 8e enfant, qui a été une petite fille, et au moment où Gus s'est réveillé de son coma, elle était déjà enceinte, et ils ont appris que cette petite fille avait un handicap, et au fur et à mesure, ils ont appris qu'elle avait une trisomie 18, et qu'elle vivrait probablement pas très longtemps. Et ça a eu aussi un énorme impact, parce qu'en fait, on a vécu... tout le début du coup de notre histoire, Claire-Marie, sa petite sœur, donc on s'est rencontrés en février, Claire-Marie, sa petite sœur, est née en juillet et elle est décédée en octobre. Et donc en fait, on a vécu tout le début de notre histoire, en fait, était quand même sur un fond de gravité, de quelque chose de très intense familialement. Moi, c'est quelque chose que je connaissais pas. La mort, c'était quelque chose que je connaissais pas, parce que j'ai la chance de ne pas avoir vécu de deuil dans ma famille. J'ai mes grands-parents, enfin voilà. La maladie n'existe pas non plus trop dans ma famille, enfin voilà. Et donc c'était très intense au niveau, et voilà, un coup de maturité du coup énorme au milieu de tout ça. Et donc je pense que ça nous a donné envie, en tout cas, d'avoir des discussions sérieuses très vite. Et voilà, et d'envisager les choses de manière sérieuse, en tout cas. On n'avait pas envie de se dire que c'était une histoire d'un jour, tout en se disant, c'était très clair entre nous, c'était... on veut se marier, mais on ne se met pas la pression pour se marier non plus. C'était pas on va se marier à tout prix, c'est on veut avancer vers le mariage. Si on y arrive, c'est incroyable. Et voilà, si l'histoire doit s'arrêter, elle s'arrêtera. Mais c'était le but de notre relation, c'était de se marier. C'était en tout cas de faire les choses bien pour y arriver, quoi. Dès 16 ans? Ouais, tout de suite. Ça a été vraiment... moi, j'avais eu une histoire avant, de 7 mois, que je regrette pas du tout, mais c'était vraiment une amourette, quoi. Enfin, voilà, Gus avait jamais eu personne dans sa vie. Mais on a tout de suite su... En fait, on a su tout de suite qu'on voulait construire quelque chose de sérieux, de faire les choses... bien, c'est un bien grand mot, mais tu vois, de faire les choses... dans l'ordre, de prendre notre temps, de discuter, d'aller au fond des choses et tout ça. Et ça a été, de fait, ça a été le cas. Et ça a marché, donc c'est cool. Et c'est clair. 14 ans après, vous êtes encore... Ouais, 14 ans après, on est toujours là. Toujours là, et 2 enfants en plus. Et 2 enfants en plus, 2 petites filles. Ce qui est quand même trop cool. Après, Gus, qui a eu que des frères, et Claire-Marie, mais qui en tout cas a grandi avec des frères. 2 petites filles, c'est quand même très marrant. Ah ouais, incroyable. Et du coup, votre relation après, donc vous avez... réussi votre objectif de vous marier? Ouais, on s'est mariés. Gus m'a demandé en mariage. Il était en prépa et quand il a su... En fait, moi, j'ai fait une école d'infirmière. Donc, au bout de 3 ans, j'étais diplômée. Lui, il a fait une prépa. Et la condition pour se marier, c'était qu'il ait une alternance. Parce qu'on voulait vraiment être autonome financièrement. Enfin, voilà, c'était hors de question de se marier, déjà qu'on était jeunes, sans... de toute façon, nos parents n'auraient pas accepté. Donc, il fallait qu'il ait une alternance pour qu'on puisse se marier. Et donc, quand il a su qu'il était pris, en l'occurrence, il a été pris à l'ESCP. Donc, quand il a su qu'il était pris à l'ESCP et donc qu'il pouvait avoir une alternance, 3 semaines après, il m'a demandé en mariage. Donc, on avait 19 ans à ce moment-là. Moi, j'avais 20 ans 3 semaines après, mais officiellement, j'avais 19 ans. Et on s'est mariés donc, le 8 juillet 2017, donc il y a bientôt 8 ans, à 21 ans. Donc voilà. Donc, tellement jeune. Très jeune, très très jeune. Je peux dire que nos parents ont un peu paniqué sur le coup. Ah oui. On est les aînés tous les deux, donc voilà. Mais ils s'étaient rendu compte que c'était sérieux. Voilà. Ma maman m'avait dit, elle m'a dit après, ce que j'ai trouvé assez chouette. Elle m'a dit, on vous a trouvé très jeune, mais la chose qui a fait qu'on a dit oui, c'est qu'on avait vu que tu n'avais pas changé au contact de Gus. Et que, au contraire, ta relation t'avait fait évoluer en bien. Et donc, on s'est dit que même si vous étiez jeune, c'est que c'était bien et qu'il fallait qu'on devait vous faire confiance sur ce coup-là, quoi. Ah ouais. Donc, je trouve ça très chouette comme retour et comme voilà. Trop chouette à entendre de la part de sa mère. Ouais, très très chouette. Et puis ça permet de se rendre compte que parce que quand on dit oui à 19 ans, il y a un peu de folie là-dedans aussi et de se dire qu'on fait pas, que c'est pas une grosse connerie, quoi. Ah ouais. Ouais, parce que toi, quand t'as dit oui, t'étais un peu stressée, t'étais un peu en mode oula, qu'est-ce que je fais, ou t'étais en mode
Non, moi j'ai été un peu relou, je voulais absolument qu'il m'épouse et je voulais absolument qu'il me demande en mariage, donc je lui ai un peu, honnêtement, il va être ravi d'entendre que je l'avoue, je lui ai un peu mis la pression, parce que j'en rêvais tellement que quand j'ai su qu'il avait le SCP, je me suis dit, mais en fait, vas-y mon gars, c'est maintenant, quoi. Donc non, moi j'ai dit oui tout de suite et j'étais sûre de moi. Et tu rêvais de te marier ou tu rêvais d'épouser Gus et de commencer votre vie à deux? Alors je pense que j'étais jeune, donc effectivement j'avais un peu un idéal du mariage, de me dire c'est trop cool de se marier et tout ça, mais j'avais très envie d'avancer avec lui. Je pense que c'était pas, je me serais pas mariée à 19 ans, enfin j'aurais pas dit oui à 19 ans à n'importe qui. Là je sentais qu'on pouvait avancer ensemble et que ça me rendait profondément heureuse et que tout ce qu'on envisageait ensemble me rendait heureuse et donc c'était avec lui que je voulais me marier. Trop bien. Ouais. Et alors, du coup, premier mois de mariage, comment ça s'est passé un peu le début de la vie à deux? On était tellement jeunes, moi je suis très très proche de mes parents et je pense que j'ai eu du mal, mais ça a duré longtemps. J'ai eu du mal à me sentir vraiment adulte, entre guillemets, et parfois à me dire, bon bah c'est bon, on est mariés. Un peu, il faut se détacher des autres. Et c'est vrai que j'étais très sensible. Enfin, voilà, j'avais envie de retrouver mes parents. Donc ça n'a pas été évident. Et puis la mise en place de la vie à deux, quoi qu'il arrive, n'est pas évidente. Nous, typiquement, un des sujets sur lesquels on s'est bien engueulé, c'est sur les repas, parce que lui, il aimait cuisiner pendant des heures et moi, je prenais un bout de jambon et un bout de pain dans le frigo et ça m'allait très bien. Donc on s'engueulait parce que je lui disais, mais c'est bon, on passe à autre chose. Vas-y, on va regarder une série où on sort, où on fait je sais pas quoi. Et lui, il cuisinait pendant des heures. Enfin, vraiment... Enfin, ça, c'est une anecdote, mais vraiment, voilà, c'est une vie à deux, c'est compliqué à mettre en place. Et au bout de 6 mois, on est parti à Lille, ouais. On a vécu à Lille pendant 4 ans. On est parti pour le boulot de Gus, et ça, c'était une très bonne décision parce que voilà, on avait enfin vraiment notre vie. On prenait un peu notre envol pour de vrai à ce moment-là, et on avait un vrai appart. Enfin, on devenait des adultes, quoi. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est vraiment la sensation qu'on a eue. On prenait un peu notre vie en main à ce moment-là, et ça a été très très cool. Des années très chouettes. Et donc, tu dirais que vous êtes devenus un peu adulte au bout d'1 an de mariage, du coup, c'était à peu près ouais, ça le je timing? pense, ouais. Ouais, je pense que le départ au bout d'1 an, on est parti au bout d'1 an de mariage à Lille et je pense que ça a été vraiment un vrai changement et un vrai marqueur dans notre vie de couple parce que enfin voilà, on devait reconstruire notre vie à Lille, on n'avait pas de copains, mais c'était cool du coup. On était obligés de se prendre en main, quoi, d'une certaine façon. Et je me posais un peu la question ça a été quoi votre rapport à l'envie d'avoir des enfants? Parce que vous êtes mariés super jeunes, ouais. Et ce truc de on se sent pas vraiment adulte, je suis encore très liée à mes parents. Enfin, du coup, ça a donné quoi dans ce sujet-là? Alors, on a toujours su qu'on voulait des enfants. Alors, il y a eu une chose, c'est que moi, j'avais des cycles très compliqués, très irréguliers, beaucoup de douleurs. Donc, je savais que j'avais un souci de ce côté-là. Et je voulais me marier en sachant si j'avais un vrai problème et donc si le fait d'avoir des enfants serait difficile ou pas. En fait, je voulais que Gus notamment soit au courant. En fait, je voulais que Gus, si par exemple on m'annonçait que je pourrais jamais avoir d'enfants, comme j'avais un peu le pressentiment qu'il y aurait des difficultés, je voulais pas prendre Gus en défaut et lui dire après coup, je viens de découvrir que j'aurais jamais d'enfants. Alors, il se serait pas barré à mon avis, mais je voulais être honnête, donc j'avais fait des tests médicaux et je savais que j'avais des ovaires polykystiques et de l'endométriose, et donc je savais qu'avoir des enfants serait potentiellement compliqué. En se mariant, on s'est dit, on est tellement jeunes, on a envie d'en profiter, donc on attend 2 ans à peu près avant de lancer la machine des bébés. Bon, au bout de 6 mois, on s'est dit, non mais en fait, on en veut un enfant maintenant. Trop bien. Il y a une tante de Gus qui nous avait dit un jour, vous verrez, l'envie d'avoir des enfants, ça vient un peu comme une envie de faire pipi, enfin ça vient d'un coup, quoi. Et c'est un peu ce qui nous est arrivé. Au bout de 6 mois, on s'est dit, non mais en fait, maintenant, quoi, go, enfin voilà, on se sent prêt, et... Je pense qu'on ne s'est pas trop posé la question, enfin en tout cas le fait d'être lié à nos familles et d'être jeune n'a pas bloqué l'envie d'avoir des enfants. On se sentait prêts, on a tous les deux grandi dans une famille nombreuse, donc on sait ce que c'est, on est les aînés, donc on sait à peu près, parce que tant qu'on n'a pas d'enfants, on ne sait pas complètement ce que ça implique, mais on savait à peu près ce que ça donnait quand même d'avoir des enfants, quoi. Donc voilà. Donc en décembre, on s'est dit, au bout de 6 mois de mariage, on s'est dit là ce serait trop cool de lancer un peu la machine, quoi. Sachant que lui, il était en alternance, toi, t'étais infirmière déjà quand tu Ouais, lui, il était en alternance. Moi, j'ai repris le boulot en rentrant d'Inde. J'avais un poste. Enfin, voilà, il était en alternance avec une promesse d'embauche à la fin. Donc, les choses étaient calées, quoi. Et lui, surtout quand on est rentré d'Inde, il lui restait 6 mois d'alternance. Donc c'était pas non plus le bout du monde, quoi. Avant la fin des études?
Ouais, c'est ça. Il a été diplômé pour nos 1 an de mariage, en gros. À 22 ans. À 22 ans, ouais, c'est Ok. ça. Bon, je pense que je me plante pas dans les calculs. Ok, trop bien. Et du coup, et donc, au bout de 6 mois de mariage, vous vous dites, let's go, Ouais. on s'y met. Ouais. Et il s'est passé quoi? Et là, ça n'a pas marché tout de suite. Donc au début, on s'est dit, c'est normal, un bébé, ça vient pas forcément tout de suite, que tu aies un problème de santé ou pas. Et en plus, comme moi, je savais que du coup, ça serait difficile. On n'a pas été trop surpris, on s'est pas trop inquiété. Et alors, j'avoue que j'ai plus en tête après toutes les dates, mais toujours est-il qu'au bout d'un moment, je sais plus exactement quand, on s'est dit, ok, là, ça commence vraiment à être compliqué, il faut peut-être qu'on prenne les choses en main. Moi, j'avais eu du coup le diagnostic officiel des ovaires polykystiques, mais pas de l'endométriose. Donc, j'ai mis en place tout ce qu'il fallait pour avoir ce diagnostic d'endométriose, en tout cas pour le vérifier ou non. Et là a commencé une période assez douloureuse quand même, parce que pour diagnostiquer des problèmes de fertilité, il y a beaucoup d'examens qui sont douloureux, qui sont douloureux physiquement et puis douloureux émotionnellement aussi. Moi, j'ai eu des examens atroces. D'un point de vue émotionnel, trucs qui sont un peu humiliants, où tu te retrouves toute nue dans une salle d'auscultation à attendre un gynéco qui met 10 plombes à arriver, des trucs et des trucs très douloureux. On habitait à Lille et il y avait des examens qui se faisaient qu'à Paris, avec des allers-retours qui ont commencé à Paris, donc ça se fait depuis Lille, mais c'est pas évident non plus. Et le diagnostic d'endométriose a été assez long. On a mis quelques mois quand même avant de poser le diagnostic. Et une fois que le diagnostic a été posé, on a voulu se dire qu'on avait le temps. Parce que encore une fois, on s'est dit on est jeune. Ne nous mettons pas trop la pression, continuons à vivre à côté. On voulait pas que ça devienne trop prenant sur notre vie. On voulait que la vie continue malgré ça. Je sais pas si on a très bien réussi, parce que je pense que du coup ça nous a un peu bouffé psychologiquement. Quand même, c'est normal, c'était douloureux, donc voilà. Et donc voilà. Et donc on a eu un temps un peu où il s'est rien passé, où on a continué d'essayer, mais où je pense que du coup, il y a beaucoup de souffrances qui se sont un peu accumulées, de non-dits aussi. Gus a dû faire des examens aussi qui sont pas évidents non plus pour un mec. Donc voilà. Et on a fini par se tourner au bout de 2 ans de mariage à peu près vers la naprotechnologie, qui est une méthode de régulation naturelle des naissances un peu très poussée. Et en fait là pareil, ça a été un peu dur, parce que encore une fois on a dû faire des allers-retours à Paris dans la soirée, des allers-retours en Belgique pour voir, parce que tu peux voir que tu vois une instructrice et tu vois des gynécos ou des médecins qui sont en tout cas spécialisés dans la napro. Tu peux pas avoir n'importe qui. Et nous, le plus proche, c'était en Belgique, donc c'était vraiment, vraiment la galère. Ça nous a vraiment... je pense que la napro, c'est très bien, mais nous, ça nous allait pas, parce qu'en fait, ça nous pompait trop d'énergie mentale, quoi. Et c'est devenu très dur pour notre couple, pour le coup. Je pense que là, il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup d'incompréhension. Gus, moi j'ai tendance à dire les choses, mais parfois trop dans l'émotion, et donc ça pète, ça gueule, ça sort d'un coup. Alors que Gus, il prend beaucoup, beaucoup sur lui. C'est un mec, et en plus qui a grandi dans une famille de mecs, donc je pense que ça aide pas à apprendre la communication des émotions. Et donc moi je gueulais, je pleurais, et tout était très, très fort. Et lui, il gardait tout pour lui, et donc c'était pas simple. Et en fait, on a fini par arrêter la napro parce qu'on sentait que ça nous allait pas. Et on s'est rendu compte, je pense, peut-être sans mettre des mots concrets dessus, mais on a commencé à se rendre compte à ce moment-là qu'en fait, le principal dans tout ça, c'était notre couple, et que si notre couple n'allait pas bien, accueillir un enfant n'était pas le bon moment, quoi. Qu'en tout cas, il fallait pas que l'enfant soit une priorité absolue sur tout le reste. Et donc on s'est dit, ok, on fait une pause, on arrête tout, on reprend un peu notre respiration, et on voit ce que ça donne, quoi. Et donc vous avez pris votre respiration, et ça vous a fait du bien, j'imagine Ça nous a fait beaucoup de bien de déconnecter de tout ça. Et on a fini par se tourner en fait vers la médecine traditionnelle. Parce qu'on s'est dit, en fait, on a tout sur place, on peut rester à Lille, donc c'est quand même plus simple.
ça nous enlève une charge mentale. Et puis surtout, voilà, au fur et à mesure des rendez-vous médicaux et tout ça, on s'est rendu compte que, a priori, ce qui pouvait fonctionner pour nous, c'était juste, entre guillemets, une stimulation ovarienne qui ne rentre pas. C'est en gros la toute première étape de la PMA, des parcours PMA. Mais voilà, nous, on savait qu'on ne voulait pas aller jusqu'à la FIV parce que, tu vois, pas que par conviction religieuse, mais parce qu'on savait que c'était très intense et qu'on ne voulait pas, en tout cas pour l'instant, on ne voulait vraiment pas rentrer dans un parcours trop intense médicalement. Et donc, on s'est tourné vers ça. On a fait une première stimulation ovarienne qui a été un fiasco total. Donc là, on avait fêté nos 3 ans de mariage, parce que la première stimulation, c'était en octobre 2020. Et ça a été un fiasco total, parce qu'en fait, la stimulation ovarienne, concrètement, tu fais des piqûres d'hormones à des jours fixes, donc pour préparer l'ovulation. Tu fais une écho chez ton gynéco qui te dit ok, il y a 2 ovules qui sont prêts, donc on peut déclencher l'ovulation avec une dernière piqûre d'hormones. Et après, le gynéco te dit bon bah super, donc vous avez des rapports sexuels, donc après, vous faites votre piqûre et vous avez des rapports sexuels à J1, J2, je sais plus exactement, mais en gros à J1, J2, J3 vous faites rien et J4 vous recommencez quoi. Oui. Et donc, c'est des trucs qui sont hyper millimétrés. Enfin, limite, c'est pas le cas, mais limite, t'as un texto de ton gynéco qui te dit pour rappel, vous devez avoir fait l'amour avant 17h, quoi. Enfin, oui, okay. Et donc, toi, t'es un peu là, bon, bah, ok, go, quoi. Mais sauf que, bon, faire l'amour, en tout cas, nous, de manière complètement millimétrée, ça n'a pas marché. C'était horrible. Enfin, vraiment, ça a été atroce. Ça a été hyper violent psychologiquement. De se forcer, Et puis quand t'as ce truc de on est obligé, bon bah allez mon chéri go, rendez-vous dans la chambre, on y va, bon voilà, c'était vraiment horrible. Et là on a eu une très très grosse crise de couple qui a duré plusieurs mois. À s'engueuler, à pas réussir à se parler en fait. Enfin vraiment, dès qu'on ouvrait la bouche, c'était pour se tirer dessus quoi. Enfin vraiment, ça a été très très dur. Mais lié à quoi? Lié au fait que vous aviez été trop ébranlés l'un et l'autre dans l'invasion de tous les trucs médicaux que vous deviez faire pour... Ouais, et l'attente, et je pense que tout a explosé d'un coup, en fait. Toute notre douleur, quand même, parce que ça faisait 3 ans, du coup, qu'on essayait, toute notre douleur de cette attente a explosé. Gus a commencé à mettre des mots dessus, mais du coup, tout est sorti d'un coup. Et forcément, dans ces cas-là, quand tu es dans l'émotion et quand tu es dans la douleur vraiment physique et psychologique très intense, ça peut pas bien se passer, quoi. Les discussions ne peuvent... Enfin, en tout cas, chez nous, les discussions dans ces cas-là ne peuvent pas bien se passer. Et donc, ouais, ça a duré plusieurs mois où vraiment... Et on finissait par plus s'adresser la parole parce qu'en fait, si on se parlait, ça partait en live, quoi. Et ça a été vraiment, vraiment super dur... on a décidé à ce moment-là, avant la première stimulation, d'adopter un chien en se disant bon bah peut-être que ça va nous détourner un peu de toute cette douleur et peut-être que voilà on aura une occupation autre que nous-mêmes. Ça a plutôt bien marché franchement dans notre cas. Mais voilà, on cherchait en fait par tous les moyens à se détourner un peu de ce truc-là. Ce qui est compliqué quand tu vis que à 2 en fait, parce qu'en fait forcément tu rentres du boulot et t'es là bon bah on se retrouve forcément à côté l'un de l'autre. Voilà, on a été assez mauvais à ce moment-là parce que on a beaucoup pris sur nous, on en a peu parlé autour de nous, on en a peu parlé notamment à nos copains et donc je pense qu'on a commencé, c'est que je le sais et je le regrette beaucoup, on s'est coupé un peu du monde parce que on s'est retranché de notre douleur et du coup on avait du mal en fait à être en lien avec les autres et ça a été douloureux pour nous, je sais que ça a été douloureux pour nos copains aussi. C'était moins le cas avec nos familles, mais avec nos amis, c'était difficile, quoi. D'en parler, de le dire. Ils savaient qu'on attendait, ils savaient qu'on galérait, ils savaient par quelles étapes médicales on passait. Mais de crier notre douleur a été vraiment, vraiment difficile. Et ça, c'est un gros regret. Donc, si vous l'entendez, ne faites pas la même erreur que nous. T'aurais voulu faire quoi? Ça aurait été quoi la bonne manière de faire, du coup? Je pense que la bonne manière, ça aurait été d'appeler à l'aide nos copains et de leur dire, en fait, surtout nos amis qui nous connaissent depuis toujours, on a des copains de pension qui nous connaissent et donc qui ont suivi notre histoire, de leur dire, en fait, là, les gars, on a besoin de vous, on a besoin de partir en week-end avec vous, on a besoin de venir vous voir à Paris ou que vous veniez nous voir à Lille. Voilà, on a besoin de se changer les idées de ça.
Et on l'a par orgueil peut-être, par peur de ne pas être compris. Nos copains se sont mariés plus tard que nous et à ce moment-là, il y en a beaucoup qui n'étaient pas encore mariés, donc peut-être par peur qu'ils ne comprennent pas. Voilà, c'était... vraiment, c'est l'erreur à ne pas faire, c'est de se renfermer sur soi à ce moment-là. Pas forcément de tout dévoiler, parce que certains couples n'ont pas envie de dévoiler tout ce qu'ils vivent intérieurement, mais en tout cas de s'appuyer sur les gens qui sont autour de nous et qui nous connaissent, quoi. Ça, je pense que c'est essentiel. Petit conseil, franchement. Mais donc voilà, donc là, on s'est laissé quelques mois. Donc on a fait la première stimulation ovarienne en septembre, je dirais, non, octobre. Et en janvier-février, ça commençait à aller mieux. Et donc on s'est dit qu'on allait y retourner. Et on a refait une stimulation ovarienne en mars. Et où là, on a pris les choses complètement différemment. En fait, on savait ce qui nous attendait. On savait comment ça allait se passer. Et du coup, en fait, on a préparé le terrain. On s'est dit, typiquement... les soirs de texto du gynéco, on s'est dit, voilà, on va faire les choses bien, on va mettre les petits plats dans les grands. Et plusieurs jours avant, déjà, on a commencé à s'y mettre, en fait, à se reséduire d'une certaine façon, tu vois, à se reséduire, quoi, pour que le soir et les soirs en question, ce soit un peu que ce soit beau, que ce soit pas juste médical et que ce soit pas juste que ce soit pour nous aussi et pas juste dans le but d'avoir un enfant, quoi. Donc à se faire un bon dîner le soir, je sais plus exactement, je regrette de plus, j'oublie beaucoup ces choses-là, mais de plus savoir exactement comment on a fait, mais de se chauffer un peu toute la journée, et que du coup ce soit naturel, quoi, qu'on arrive naturellement à ce moment, et c'est ce qu'on se dit après coup, de se dire que de pas avoir de regrets et de pas se dire que, alors on lui racontera pas dans les détails, mais de pas se dire que Zita a été conçue dans un moment un peu glauque, quoi, enfin un peu mécanique, et voilà, on sait que ça a été beau et on sait que ça a été de l'amour, qu'il y a beau avoir eu un parcours médical avant et pendant. Ça a été un moment d'amour entre nous, et que ça a été un beau moment, quoi. Et ça l'a été, et c'est chouette. Enfin, je suis hyper heureuse et on est hyper heureux de pouvoir garder ce souvenir-là, quoi. De se dire on a fait les choses amoureusement d'une certaine façon. Enfin, donc voilà. Et donc deuxième stimulation ovarienne en mars, et qui a fonctionné. Trop bien. Donc là, ouf. Je me souviens très bien du test de grossesse. Évidemment, j'ai pas tenu. En fait, on devait avoir rendez-vous. Je devais attendre avant de faire le test, et j'ai évidemment pas tenu. Donc, j'ai couru à la pharmacie 15 jours après, enfin même pas, acheter un test de grossesse. Est-ce que tu n'avais pas eu tes règles, ou juste parce que tu disais c'est bon là, si ça a marché? En fait, je voulais savoir si ça avait marché, quoi. Donc, j'ai acheté un test de grossesse, savoir 7 jours avant, je sais pas quoi. Et alors l'annonce n'a pas du tout été romantique, parce que Gus était dans la pièce de côté, savait très bien que j'allais faire un test de grossesse, mais en fait ce truc de sortir et concrètement sortir des toilettes et lui dire c'est bon, ça, ouais. C'est bon, quoi, enfin ouais. C'était dingue, quoi. C'était vraiment dingue, enfin c'était vraiment ouf. Et alors on a été très vite rattrapés par la patrouille du médical, parce qu'on avait du coup une écho avec la gynéco, qui nous a dit, donc nous on est évidemment hyper heureux, machin. Elle me dit vous n'ayez pas trop d'espoir, parce que bon, ça reste le tout début, hein, ça peut ne pas s'accrocher, gynéco de PMA, quoi. Ah oui. Donc on est sorti de là un peu ouais. Soufflé, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Mais voilà, donc grossesse qui a bien continué, et qui pour le petit clin d'œil, terme annoncé le 24 décembre, donc petit cadeau de Noël. Enfin, tout était assez dingue dans ces débuts de grossesse, donc voilà, grande joie, trop ouf, quoi. Trop bien. Ouais. Et attends, juste si on revient un tout petit peu en avant, ouais. Première stimulation ovarienne qui a engendré beaucoup de tension entre vous, comment vous avez fait pour sortir de cette phase où vous ne parliez pas et où vous parliez que pour vous mettre des gros tirs ouais. Voilà. Parce que tu disais que vous étiez mieux dans votre couple au moment où vous avez fait la deuxième stimulation ovarienne. Qu'est-ce que vous avez fait entre-temps pour prendre soin de votre couple à ce moment-là? Ça a mis du temps. Déjà, on a eu beaucoup de chance du coup, il y a eu un deuxième confinement là en octobre et tout ça. Et là, on est parti chez des copains en Bourgogne. Et donc d'être pour le coup avec d'autres gens, ça nous a permis de
nous détacher un peu de nos trucs. Et puis en fait, on a pris le temps de communiquer. En fait, moi, c'est un peu la clé pour moi d'un couple qui dure, c'est la communication. Et donc, moi, je suis très portée vers la communication naturellement. Et donc, en fait, j'ai forcé Gus à ce qu'on se pose et qu'on discute profondément, quoi. Qu'on aille au bout des choses. Et je l'ai forcé à aller au bout de ce qu'il ressentait, même si ça a été parfois dur, parce que du coup, il y a des choses qu'il a eu à me dire qui n'étaient pas forcément très agréables à entendre, mais qui étaient essentielles. Donc, je pense que c'est ça qui nous a vraiment sauvés. Et typiquement, on était rentrés dans une phase où, on avait tellement pas envie de se parler qu'on rentrait le soir, on se préparait un dîner sans se parler, on se mettait dans une série et on regardait une série tous les soirs, non-stop, tu vois, pour être sûr de pas que ça rentre pas dans le clash. Donc, on a poncé un nombre de séries hallucinantes. Et ça, on s'est forcé, par exemple, à se détacher un peu de ça, à se remettre à table pour dîner ou à se retrouver, à aller boire des verres à deux, chose qu'on ne faisait pas naturellement avant. Sortir un peu de tout ça, recommencer à parler et parler en profondeur en fait. Aller au bout de ce qui nous blessait, aller au bout de ce qui traînait depuis toutes ces années. Parce que se marier jeune, c'est à la fois génial et en même temps, t'es un peu insouciant quand tu dis oui à 19 ans, tu sais pas comment l'autre va évoluer. Alors ce qui est très chouette parce que tu peux jamais trop prévoir comment l'autre va évoluer. Mais du coup, il y a des choses aussi à mettre en place, je pense, beaucoup plus que... peut-être j'en sais rien, mais peut-être que quand tu te maries à 30 ans, en fait, t'es plus construit, ta vie a plus avancé. Et donc là, on avait beaucoup de choses à remettre en place. Et cette épreuve nous avait beaucoup changé l'un et l'autre. Moi, je sais que ça m'avait beaucoup durci. Et lui, c'était beaucoup renfermé. Donc voilà, on a pris le temps de poser les choses, en fait, pour que quand on est arrivé, du coup, en février-mars... je pense qu'il y avait encore des choses qui restaient, parce qu'il y a toujours, je pense, des choses qui restent. Mais en tout cas, on s'était dit le principal et on s'était pardonné ce qu'on avait à se pardonner et on avait réappris aussi à s'aimer d'une certaine façon, tu vois, à s'aimer pour ce qu'était l'autre et pas pour ce qu'on attendait de l'autre. Voilà, c'était un peu tout ça. Donc la communication, beaucoup. Ok. Et j'entends dans ce que tu dis qu'il y a un peu le côté cette mariée jeune qui a un peu de l'impact quand même dans tout ça. Est-ce que tu dirais qu'à un moment vous avez eu des doutes, vous vous êtes posé des questions en mode est-ce que vraiment on n'a pas fait la pire erreur de notre vie en se mariant tôt? Alors Gus n'a jamais eu de doute, a priori, d'après ce qu'il dit. Il n'a jamais eu de doute parce qu'il a toujours su que... je pense qu'il ne s'est pas posé la question en fait. En dehors de ne pas avoir de doute, c'est qu'il ne s'est pas posé la question. Et ce qui, je pense, a été... heureusement. Parce que moi, je suis beaucoup plus du style à me poser des questions et je pense que si on s'était posé la question tous les deux, là, ça aurait pu être compliqué. Oui, moi, clairement, je me suis dit que j'avais fait une connerie. Dans le sens où je me suis dit que j'avais été un peu folle de dire oui à un mec que je connaissais, évidemment, mais... Oui, je me suis pas posé la question à ce moment-là de me dire est-ce qu'il faut, qu'on divorce ou quoi. Mais à ce moment-là, je me suis dit, c'était une connerie de dire oui aussitôt, et notamment, j'aurais pas dû insister, quoi. Je m'en suis voulu, un peu. Je m'en suis un peu mordu les doigts, en me disant, t'aurais dû prendre ton temps, en fait. T'aurais dû prendre ton temps pour voir... parce qu'évidemment, il y avait beaucoup de choses qui m'agaçaient chez lui, et qui m'agaçaient déjà quand j'ai dit oui, mais à ce moment-là, tout était tellement amplifié que je me suis dit, mais ça, je vais jamais le supporter toute une vie, quoi. Je peux pas vivre ma vie avec un mec qui est comme ci, comme ça. C'est sur des choses pas importantes, et en plus... il a énormément évolué sur tout ça et donc voilà, et ce qui est normal en fait, on évolue dans une vie donc et à ce moment-là je me suis un peu dit non mais ça va jamais je voyais un peu le truc de ça va jamais évoluer et ça va être l'enfer quoi. Ma vie va être infernale s'il reste comme ça, et je pense que je me suis pas beaucoup remise en question moi aussi. J'étais beaucoup dans le il est comme ci, il est comme ça, et à ce moment-là je me suis pas dit toi aussi t'es un peu chiante quoi. Ouais. Ce qui est le cas, je suis très chiante et j'ai eu beaucoup de défauts, je suis très impulsive, je suis beaucoup dans l'émotion, donc en fait les émotions sont décuplées. Si je m'énerve, c'est très fort, si je pleure c'est très fort, si je ris c'est très fort, et je me suis pas remise en question là-dessus et je lui en voulais beaucoup sans faire l'effort de mon côté d'évoluer quoi. Ok. Mais on a bien fait de se marier jeune, en même temps c'est très tu vois, maintenant, avec 8 ans de recul, je me dis, en fait, c'est la plus belle folie qu'on ait faite. D'un côté, je le conseille pas à tout le monde, tu vois. Je dirais pas à tout le monde, mariez-vous jeune, c'est génial.
Mais j'ai pas vu où on en est maintenant. J'ai des regrets sur certaines choses qu'on a faites. Typiquement ce que je te disais tout à l'heure sur sur la confiance qu'on a fait à nos amis à ce moment-là et tout. Donc j'ai certains regrets, mais je ne regrette pas du tout de lui avoir dit oui définitivement à 21 ans, quoi. Ok. C'était une belle folie. Trop bien, j'adore. Et oui, du coup, si on fait un bond dans le temps en avant, du coup, ta grossesse de Zita, c'est ça, se passe plutôt bien, tu me disais? Ouais, ma grossesse s'est plutôt bien passée. Alors sur fond de pas mal de trucs, de problèmes professionnels qui ont été un peu relous, avec une boîte très relou à l'annonce de ma grossesse et tout ça, et qui du coup m'a valu beaucoup de stress. J'ai fini par demander une rupture conventionnelle et tout ça, donc ça n'a pas été évident. Mais voilà, c'est un... Enfin, comment dire, ça ne définit pas... Ça a été dur, mais ça ne définit pas toute ma grossesse, parce qu'à côté de ça, grossesse très cool. Même si j'ai découvert que je n'aimais pas être enceinte. Voilà, ce qui a été assez... Ça a été dur, pour le coup. J'avais beau avoir attendu ce bébé pendant plus de 3 ans, je n'aimais pas être enceinte. Je sentais mon corps changer, sentir un bébé à l'intérieur de moi, j'avoue que ça m'a pas fascinée. J'ai trouvé ça un peu chelou. Enfin, j'avais hâte qu'elle soit là, quoi. Okay. Honnêtement, j'avais hâte que la grossesse soit finie. Okay. J'ai eu beaucoup de nausées au début, assez classiques, mais du coup, c'est chiant. À la fin, j'ai eu quelques contractions, même pas mal de contractions les derniers mois. Donc ça a été relou aussi, parce que ça m'impactait sur ma vie. J'ai loupé un mariage d'un ami hyper cher parce que j'étais clouée au lit avec des contractions. Donc ça, c'était vraiment, vraiment pénible. Enfin, j'avoue que... Voilà. Donc j'ai pas aimé être enceinte, ouais. Et ça s'est confirmé pour ma deuxième grossesse. Donc voilà, je suis une femme qui... Je fais partie de ces femmes qui aiment pas être enceinte et qui adorent leur bébé pour autant, mais ouais, pas fan, quoi. Est-ce que tu penses que ça a de l'impact sur le fait que tu aies envie d'avoir d'autres enfants après, ou pas du tout? Le fait de pas aimer être enceinte, ouais. Ça me bloque, ouais. Ouais, ça me bloque parce que... Enfin, ça me bloque. C'est pas un non absolu, mais je sais que quand on a parlé d'un deuxième, par exemple, j'avais quand même vraiment ça en tête, quoi. De me dire, oh là là, il va quand même falloir que je me retape une deuxième grossesse. Ouais. Et 9 mois, c'est long. Ouais. C'est très très long, 9 mois. Et ouais, ça me... Je sais que j'aurai pas 15 enfants, quoi. Ouais. Voilà, notamment pour ça. Pour d'autres raisons, mais pour ça en partie. Ok. Ah ouais. Ok, trop chouette. Et ensuite, Zita est arrivée. Zita est arrivée le 24 décembre. Et après un accouchement très très long, j'ai eu 30 heures de travail, dont 25 heures sans péri. Je rêvais d'accoucher sans péri et j'ai tenu 25 heures. Et au bout de 25 heures, j'étais tellement fatiguée physiquement, enfin vraiment je n'en pouvais plus, que j'ai demandé à avoir la péridurale. Et là, ça a un peu basculé parce que j'ai eu une erreur médicale au moment de ma péridurale. J'ai eu une brèche péridurale. En 2 mots, c'est l'aiguille de la péridurale qui va trop loin et qui perce la moelle épinière. Et donc, ça a créé un écoulement en gros de liquide céphalorachidien, ce qui fait que tu ne peux pas quitter la position allongée sans avoir des migraines, mais à se taper la tête contre les murs. Enfin, vraiment, même à se jeter par la fenêtre, honnêtement. Enfin, c'était atroce. Et ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas été diagnostiqué, parce qu'en fait, l'anesthésiste à qui j'en voudrais toute ma vie est parti en vacances il a eu un doute, en fait, on a appris après qu'il a eu un doute au moment de me piquer, et qu'il ne l'a pas mis dans le dossier médical, et qu'il est parti en vacances. Merci monsieur l'anesthésiste, si vous m'entendez. Vous avez pourri une bonne partie de ma vie, de mes premiers instants avec mon bébé. En gros, je pouvais pas quitter la position allongée et donc impossible de m'occuper de Zita, quoi. Je l'allaitais à ce moment-là, l'allaitement en plus ça a été hyper compliqué, enfin bref. Et donc je restais allongée dans mon lit, mais quand je me levais, j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes, quoi. Enfin, c'était horrible, enfin, j'avais la tête qui allait exploser. Et donc à part la nourrir, j'étais dans le noir en continu, Bref, les 3 jours passent, je rentre chez moi, et là c'était la cata absolue. Mes parents m'attendaient à la maison, nous attendaient à la maison pour rencontrer Zita. Et en fait, je suis arrivée à la maison, je me suis allongée, j'ai vomi, vraiment c'était horrible. Et là mes parents ont dit, en fait non, là ça ne va pas,
tu n'es pas du tout censé être dans cet état-là. En fait, il y a aussi un côté où c'est ton premier, tu connais pas, tu sais pas ce que tu es censé ressentir ou pas, quoi. Et là, mes 2 parents ont dit, là, on te ramène à la maternité et il y a quelque chose, enfin, c'est pas normal, quoi. Donc là, j'ai passé 24 heures à la maternité. Et 24 heures, assez bizarre parce que du coup, je me suis retrouvée donc avec mon bébé, mon mari, et du coup, avec mon mari qui a dû m'aider pour tout, m'aider à manger, m'aider à faire ma toilette. Donc, il était à côté de moi, à me filer un gant de toilette pour que je puisse me faire un semblant de toilette. Enfin, c'était très... pour moi, ça a été d'une humiliation, mais c'était vraiment une grosse humiliation et ça a été un exercice d'abandon énorme et pour le coup un exercice de couple vraiment énorme parce que lui il fallait qu'il prenne de la distance face à ce qui se passait. Je crois que je sais que c'était très dur pour lui, il me voit plutôt comme quelqu'un de très fort et donc là d'être dans un état de faiblesse entre guillemets absolue. Et moi il fallait que je me détache de ce qui était en train de se passer pour accepter qu'il m'aide en fait. Enfin voilà, et pour accepter que... Ouais, enfin c'était vraiment très très dur. Mais tout a marché directement, donc pour le coup c'était instantané, je me suis sentie mieux instantanément, donc on est rentré à la maison au bout de 24 heures. Mais quand même, du coup, contexte un peu lourd, quoi. Enfin, moi je me sentais pas du tout bien, j'ai pas du tout pris soin de moi à ce moment-là, enfin voilà. Et là je commençais à être sérieusement atteinte psychologiquement, quoi. Enfin ça commençait à être vraiment très très dur, quoi. Ce premier bébé que j'avais tant attendu, que j'avais tellement rêvé de ces premiers moments et tout ça, enfin, je me sentais complètement dépossédée de ce qui se passait, quoi. Je te la fais courte, mais 3 semaines après, problème. J'ai eu un problème d'allaitement et il se trouve que j'ai eu un énorme abcès au sein qui a été hyper mal soigné, bref. Et du coup, là, j'ai commencé à aller vraiment très très mal psychologiquement. Je me suis beaucoup renfermée sur moi, je pleurais beaucoup, je prenais plus soin de moi, Enfin, plus rien n'avait de goût, quoi. J'étais amoureuse de mon bébé. Enfin, amoureuse, non, mais enfin, voilà, j'étais red dingue de mon bébé et elle était fabuleuse. Et voilà, mais moi, vraiment, j'allais pas bien du tout, du tout. Et il y a une puéricultrice qui a posé des mots sur ce que je vivais, donc une dépression postpartum. Et donc, il m'avait fait faire un test et elle m'a dit, bon, voilà, vous êtes en dépression postpartum. Et j'ai fait, deuxième grosse erreur de ma vie, j'ai fait la grosse erreur de me dire, bah ouais, mais... normal, quoi, enfin, vu tout ce que je viens de vivre, la désillusion de j'ai attendu 4 ans un bébé et en fait après c'est la merde, enfin j'ai des problèmes de santé, j'ai mal, machin. Normal que j'aille pas bien. Et donc je me suis dit, bah, je vais m'en sortir toute seule. Et sauf que c'était une connerie, notamment parce que Gus a pas du tout compris ce qui se passait à ce moment-là. Je pense qu'il a pas pris la mesure. Encore une fois, il s'est dit non mais Alix est super forte, donc Alix va s'en sortir et Alix... voilà, ça va être passager, quoi. Et donc, on a serré les dents tous les deux, mais du coup, avec des rancœurs qui se sont aussi accumulées, parce que moi, je lui en voulais de ne pas prendre suffisamment soin de moi. Lui, il comprenait pas pourquoi j'étais comme ça. Donc, il est... Enfin... tu vois, maintenant, je lui en veux plus, parce que j'ai conscience qu'il a fait ce qu'il a pu. Autant le coup de... On lui a dit que j'avais une brèche péridurale et il l'a pas verbalisé à l'hôpital... Ça, je lui en ai très longtemps voulu et il le sait. Je pense que un peu toute ma vie, je lui en voudrais un peu. Enfin, voilà, dans le sens où je me dirais un peu, putain, c'est con quand même, quoi. On aurait pu passer à côté de pas mal de trucs, quoi. Autant, sur ma première dépression postpartum, j'ai conscience qu'il a fait vraiment du mieux qu'il pouvait à ce moment-là. Parce qu'il avait aussi son boulot, il avait aussi sa découverte, lui, de la paternité... ce chamboulement de voir sa femme qui avait vécu beaucoup de problèmes de santé, enfin ça l'a beaucoup ébranlé de voir tout ça et donc je pense qu'on était tous les deux très mal en fait sur des points très différents et qu'on n'a pas réussi à se retrouver, quoi. Et donc voilà, mais du coup ça a été hyper compliqué parce que j'avais personne pour m'aider, quoi, et je mettais pas de mots dessus. J'ai dit à personne à ce moment-là que je faisais une dépression. Oui, parce que toi-même, tu te l'avouais pas à toi. Ouais, quand elle me l'a dit, au moment où elle me l'a dit, je me suis dit, bon, ok. Mais après, je suis passée à autre chose. Enfin, voilà, je me suis dit, pas moi, quoi. Je me suis vraiment dit, pas moi. Ça peut pas m'arriver à moi. Je viens d'une famille où mes parents, enfin, tu vois, moi, je les vois vraiment comme des gens très forts, très courageux. Et pour moi, c'est une valeur qui est très importante pour moi de tenir bon dans les épreuves et tout ça. Et donc, je me suis dit, non, ça peut pas m'arriver à moi, quoi. Enfin...
ouais, ça peut pas m'arriver à moi. C'était vraiment ça. Et du coup, là, donc ta dépression, elle a duré quand même un bout de temps. Ouais, alors ça allait mieux, tu vois, en plus l'été est arrivé, donc l'été c'est toujours sympa, tu pars en vacances, au soleil, enfin voilà, tu vois du monde. Donc ça a commencé, enfin ça allait mieux enfin voilà, ça allait vraiment mieux. Mais je sentais quand même qu'il y avait des choses qui n'étaient pas guéries, notamment parce que je ne pouvais pas regarder les photos de la naissance de Zita. J'y arrivais pas. Concrètement, j'y arrivais pas. J'arrivais pas à prendre mon téléphone et à regarder les photos de ses 2 premiers mois de vie, quoi. Notamment les photos de la maternité. Ah ouais. Impossible. Mais impossible. Donc je voyais bien qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi. Et quand Zita a eu 1 an, on a commencé, donc là on avait quitté Lille et on était arrivé à Versailles et on a commencé, on rêvait d'enfants avec 2 ans d'écart, tout en sachant que voilà, on savait pas dans notre cas si ça allait fonctionner ou pas. Et donc quand on a parlé d'avoir un 2e enfant, j'ai dit à Gus, ok, mais moi j'ai des trucs à régler, quoi. Je peux pas lancer la machine d'un 2e enfant parce que j'avais conscience qu'il y avait des trucs, d'un point de vue médical notamment, j'avais conscience qu'il y avait des trucs traumatisants. J'étais traumatisée par mon accouchement, traumatisée par mon allaitement, enfin vraiment il y avait des vrais traumatismes au sens littéral du terme. Et donc je voulais régler tout ça avant de lancer la machine pour un 2e bébé. Je voulais pas rentrer dans une 2e grossesse avec des séquelles. Et donc je suis allée voir une psychologue, et notamment une psychologue qui propose de l'EMDR, je sais pas si tu connais, voilà, c'est une technique par le mouvement des yeux qui permet vraiment, qui moi dans mon cas a été assez fabuleuse, qui permet d'intégrer en fait des traumatismes. Et donc je suis allée voir cette psychologue qui a été incroyable et qui m'a fait faire des séances de MDR. Donc ça a duré quelques mois et donc on faisait de l'EMDR et on discutait en même temps, voilà, une séance de psy, quoi. Et ça a été, et en arrivant au début de la séance, la première séance, elle m'a dit, ok, avec le MDR, il faut se fixer un objectif pour voir si ça, entre guillemets, si ça a fonctionné. Quel est votre objectif? Et moi, je lui avais dit réussir à regarder les photos de naissance de ma fille. Et au bout j'ai pas eu beaucoup de séances en fait. Finalement, elles se sont un peu étalées parce qu'il faut un peu de temps entre les séances, mais je dirais que j'ai eu des séances pendant 4 mois, 4 mois peut-être, un truc comme ça. Et au bout de 4 mois, j'ai réussi à regarder ces photos. Et donc là, je me suis dit, ok, les trucs sont guéris. Enfin voilà, ce que j'avais à guérir, en tout cas dans ce que je ressentais à ce moment-là, je sentais vraiment que c'était apaisé. Entre-temps, j'en avais discuté avec ma sage-femme qui m'avait dit, ok, bah, en fait, je voulais classer un peu les trucs dans ma tête. Ok, bon, l'accouchement, d'un point de vue traumatisme et l'allaitement, d'un point de vue traumatisme psychologique, c'était réglé. D'un point de vue médical, la sage-femme m'avait dit vous pourrez prendre un médicament. Moi je savais que je voulais pas allaiter et notamment parce que dans les cas d'abcès ils ne recommandent pas trop d'un point de vue médical. Tu peux le faire évidemment, mais tu as plus de risques d'avoir un autre abcès. Donc moi j'avais dit ok, pas d'allaitement. En plus l'allaitement c'est pas un truc qui me fascine, donc voilà, c'était pas une douleur pour le coup de mettre un stop à ça. Donc la sage-femme m'avait dit le jour où vous avez une 2e grossesse, on pourra vous prescrire un médicament pour bloquer la montée de lait, et donc il n'y a pas de montée de lait, donc pas d'allaitement. Ok, donc ça c'était classé dans ma tête. Moi j'ai besoin de classer les trucs pour avancer. Et l'accouchement, je me suis dit en fait j'accoucherai sans péridurale parce que comme ça pas de risque de brèche péridurale. Et donc j'ai commencé à beaucoup lire là-dessus. Enfin bref, donc voilà, je m'étais mis vraiment dans l'idée. Mes 2 traumatismes c'était l'accouchement et l'allaitement. On classe ça, pas de péridurale et pas d'allaitement. Et donc là je me sentais prête pour un deuxième. Sachant qu'on ne savait pas. Et oui, et entre-temps, d'un point de vue couple, on avait beaucoup discuté avec Gus et c'était pas fini, mais moi notamment, le chemin du pardon face à ses erreurs avait un peu commencé quand même. Et donc je me sentais plus apaisée. Voilà. Et donc on s'est dit, go pour un deuxième, tout en sachant qu'on ne savait pas combien de temps ça allait prendre, quoi. Et donc voilà, et pour la petite... Donc en décembre, en gros, on s'est dit, allez, ce serait cool, mais sans pression, quoi. Et en mars 2023, du coup, pour les cathos qui nous écoutent, on est allé, en fait, on avait beaucoup prié Sainte Anne d'Auray, qui est une des saintes qui est vachement priée dans ces cas-là. Et on est allé à Sainte Anne d'Auray pour la remercier, en gros, pour la naissance de Zita. Et on est tombé complètement par hasard, on n'avait vraiment pas le calendrier dans la tête, on est tombé complètement par hasard le jour de l'Annonciation. Et donc là on s'est dit, ok, bon voilà. Et
Et moi, on m'avait dit qu'il fallait être précis dans la prière. Donc, j'ai dit à Sainte-Anne dans ma prière, je lui ai dit, écoute, il faut être précis dans la prière. Donc, je te demande d'être enceinte dans les 3 prochains mois. Si je ne suis pas enceinte dans les 3 prochains mois, en gros, tu te débrouilles, mais tu me fais comprendre que ça va être compliqué, quoi. Si ça doit être compliqué comme pour Zita, tu te débrouilles, tu me le fais comprendre. Et 3 semaines après, j'étais enceinte. Wow. Donc voilà. Donc Gus m'a très vite dit, j'enlève Sainte-Anne d'Auray de mon GPS, je n'y repose pas les pieds pour l'instant. Voilà. Et donc 3 semaines après, j'étais enceinte de manière complètement naturelle, complètement... Enfin voilà, c'était inattendu, quoi, que ce soit aussi rapide, parce que du coup, on en a parlé en décembre et en mi-mars, j'étais enceinte, quoi. Enfin, fin mars, j'étais enceinte. Tellement rapide par rapport au premier à Zita, ouais. Complètement hallucinant, du coup un peu vertigineux quand même. Mais voilà, donc 2e grossesse, hyper cool. Voilà, pour Zita, on savait pas, mais là on a demandé, on savait qu'on attendait une petite fille, donc très cool. Et donc moi j'ai commencé à tout mettre en place pour que justement l'après se passe bien, quoi. Et à ce moment-là, tu vois, niveau couple, on allait super bien. Zita était une petite fille qui était très cool. Enfin, tout était hyper cool. Voilà. Donc, grossesse très chouette. Accouchement de rêve absolu. J'ai accouché sans péridurale. Vraiment accouchement de rêve. Et là, accouchement en couple. En fait, j'ai vraiment pas accouché toute seule, quoi. Ça a été vraiment... Gus a été extraordinaire sur cet accouchement. Je l'avais vachement briefé, je l'avais vraiment fait chier. Je l'avais fait lire des livres, je l'avais fait regarder des vidéos qui parlaient de l'accouchement sans péri. Enfin, parce qu'il faut quand même être prêt, quoi. Enfin, c'est particulier. Moi, en plus, ça a duré 18 heures. Enfin, donc c'était long, quoi. Et vraiment, il était extraordinaire. Enfin, ça a été un moment de couple hyper intense et qui, en fait, a guéri à lui tout seul toutes les rancœurs des années précédentes, quoi. Je pense. Trop beau. Enfin, on a été une vraie équipe sur ce coup-là et je pense que c'est la première fois qu'on était à ce point-là une vraie équipe et on l'a vraiment fait à 2. Enfin, clairement, s'il n'était pas là, j'aurais jamais tenu. Enfin, il m'a engueulé, il m'a soutenu, il m'a câliné, il est passé par toutes les étapes mais qui étaient nécessaires et il a très bien compris à chaque étape de quoi j'avais besoin, quoi. Ok. Et équipe médicale incroyable. Enfin bref, accouchement de rêve. Début de postpartum de rêve, j'étais en méga forme, du coup, pas de montée de lait grâce aux médicaments, donc... trop bien, déjà dans ma salle d'accouchement, je me pimpais, je me maquillais et tout, enfin, ouais, ça faisait partie des trucs que moi j'aimais. Je dis pas que toutes les femmes doivent le faire, loin de là, mais moi, c'est des choses qui me font du bien, et donc j'étais trop contente, quand je revois les photos, mais j'étais, franchement, quand je les re-regarde, ça me fait du bien, quoi. Je me dis, mais en fait, c'était cool, quoi. Du coup, on a passé... Suzanne est née, donc deuxième petite fille qui s'appelle Suzanne, qui est née le 30 décembre. Du coup, on a passé le 31 à la maternité. Gus était allé faire des courses, donc on a passé un réveillon de rêve avec champagne, foie gras, saumon. Enfin, vraiment, on s'est fait Tous les trucs que tu pouvais pas manger pendant la grossesse. Ouais, et puis on s'est vraiment fait un vrai 31, quoi, pour que ce soit chouette. Et c'était trop beau, quoi. Voilà... Zita était avec mes parents, donc je savais qu'elle était trop bien. Donc tout était hyper cool, retour à la maison génial et tout. Et là, ça a recommencé à partir un peu en cacahuète, parce que Suzanne a eu des très très gros reflux. Donc au début ça allait, et en fait elle mangeait très très mal, les biberons étaient très compliqués, et surtout elle hurlait à longueur de journée, quoi. Elle pleurait... toute la journée, toute la soirée, c'était vraiment un enfer. Et ça a été ça a été super dur parce que déjà un bébé qui pleure non-stop, ça tape sur le système, vraiment. Et c'était compliqué parce que du coup, nous on n'avait plus aucun temps à 2. Zita, on avait moins de temps et moins d'énergie pour s'occuper de Zita aussi. Voilà. Et là, moi j'ai senti que je redégringolais aussi. Notamment parce que ce qui me tournait en boucle dans la tête, c'est mais putain, mais en fait je ne peux pas avoir une maternité qui se passe bien, quoi. Y a rien qui se passe bien dans ma maternité, en fait. J'attends des plombs pour avoir mon premier enfant, j'ai un premier accouchement de merde, j'ai des suites de couches de merde pour le premier, et là tout a l'air de bien se passer et ça retombe, quoi. Et ça a été hyper douloureux pour moi de me dire mais ça ne peut pas bien se passer, quoi. Donc voilà, et là, pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance. En fait, ça a dégringolé. Suzanne, c'était de pire en pire.
Elle a fini par être hospitalisée parce qu'à un mois, parce qu'elle faisait des malaises à cause de la douleur des reflux. Enfin, donc on a passé une semaine à l'hôpital avec notre bébé d'1 mois à chercher ce qu'elle avait. Et tu passes par toutes les phases où ils te parlent d'épilepsie, ils te parlent de problèmes au cerveau, ils nous ont parlé d'autisme. Enfin bref, de plein de trucs. Enfin bref, donc t'accumules, et puis tu dois tenir parce que t'as ton bébé qui a 1 mois, t'as ta grande qui a 2 ans. Enfin voilà. On a été très très bien entourés à ce moment-là, notamment par mes parents qui ont été extraordinaires de disponibilité, d'écoute et tout. Et donc voilà, et ça a mis... Enfin, elle a eu des médicaments, mais qui ont mis du temps à se mettre en place. Donc période hyper intense et très douloureuse, parce que c'est douloureux de voir ton bébé s'ouvrir, c'est hyper compliqué. Moi, je sentais que je retombais dans la dépression, je le sentais vraiment, enfin... Et Gus le sentait aussi, on avait Zita qui forcément pâtissait, mais qui était trop shoot, et voilà. Donc période compliquée, enfin, et on était sur les nerfs tout le temps, enfin... Ah ouais. Et tu dirais que ça a eu un impact sur votre couple à ce moment-là ? Ou alors il a été trop au taquet Gus et du coup t'as vite réussi à taper au fond du trou pour remonter Non, là, en fait, comme Gus a très vite compris que je refaisais une dépression, en tout cas, il a senti que ça redégringolait, quoi. Il a senti que ça allait pas. Et il savait les erreurs qu'il avait faites la première fois, et il savait l'impact que ça avait eu, en fait, sur moi, sur notre vie de couple et tout. Et là où il a été vraiment dingue, c'est qu'il a pas du tout refait les mêmes erreurs, et donc il a été au taquet tout de suite. En fait, tout de suite, il a été hyper, vraiment en soutien, il s'est démerdé avec son boulot pour être entêté le plus possible. Il s'est même mis un peu en porte-à-faux face à son boulot, tu vois, en disant en gros j'ai pas le choix, quoi. Enfin un peu tant pis si ça impacte une potentielle progression ou je sais pas quoi, ma famille passe avant tout, quoi. Donc non, il a été extraordinaire, enfin vraiment. Et heureusement parce que cette deuxième dépression a été beaucoup plus intense, très différente et vraiment beaucoup plus forte. Et s'il avait pas été là, ça aurait été. Enfin, je pense que j'aurais fini. Enfin, on n'en sait rien, tu vois, mais j'aurais fini hospitalisée. Enfin, clairement, c'était vraiment très très dur. Notamment parce qu'en fait, il y a eu un moment où j'ai senti, où j'ai vraiment là pris les choses en main parce que j'ai eu beaucoup de problèmes à m'attacher à Suzanne. En fait, le contact avec elle était tellement compliqué que déjà je faisais des crises d'angoisse. J'ai fini par faire des crises d'angoisse dès qu'elle se mettait à pleurer. Donc en fait, il y a eu toute une période où je ne pouvais pas me retrouver toute seule avec elle parce que je faisais des crises d'angoisse et que j'étais incapable de m'occuper d'elle. Et je flippais en fait de m'occuper d'elle parce que j'avais trop peur notamment de ce que je pourrais faire, quoi. De tellement vriller et de, tu vois, de la secouer ou de... Enfin, voilà. Et donc là, Gus a été très dispo, ma maman a été très dispo, elle a passé 1 semaine à la maison où elle rentrait chez elle le soir, mais en gros, elle partait quand... Elle arrivait quand Gus partait au boulot, et elle repartait quand elle savait qu'il était dans le train, soit qu'il arrivait, soit qu'elle savait qu'il était dans le train, et qu'en gros, 1 demi-heure après, il était là, quoi. Pour que je sois jamais toute seule. Et ça a duré pendant 1 semaine, et elle a été incroyable, parce que pendant 1 semaine, elle était juste là, quoi. Enfin... Elle prenait Suzanne pour aller se promener si j'avais besoin de juste... ou que j'aille me promener, enfin tu vois, que je déconnecte, elle me préparait à manger ou je me préparais à manger. Mais en gros, elle était là en relais pour tout et pour tout ce dont j'avais besoin, quoi. Et elle était fabuleuse. Et voilà, et donc je sentais que j'arrivais pas à m'attacher à ce bébé, quoi. Je m'en occupais de manière très mécanique, mais j'aimais... Enfin... Je l'aimais d'un amour animal, tu vois, dans le sens où La survie, quoi. La survie. Et il fallait qu'elle survive, il fallait qu'elle vive. C'était vraiment très animal. Il fallait qu'elle vive, il fallait qu'elle soit en bonne santé, il fallait qu'elle soit habillée. Et encore, elle était en piche tout le temps, alors que moi, je suis plutôt du style à changer mes bébés 3 fois par jour. Parce que, Zita, elle était changée 3 fois par jour parce que j'adore, voilà. Elle était en piche tout le temps. Enfin, c'était des petits signaux, en fait, qui montraient aussi que ça allait pas trop, quoi. Et donc voilà, et ouais, l'attachement se faisait pas, quoi. Et c'était horrible. Et Gus était là vraiment, tu vois, en soutien, en prenant le relais pour lui, je pense. Je sais que ça a été dur pour lui aussi, parce que c'est épuisant, un bébé qui pleure tout le temps. Enfin, et pour lui, c'était fatigant, il avait son boulot et tout. Et je sais qu'il a beaucoup pris le relais pour pas péter un câble, lui, en fait. Enfin, il a beaucoup, beaucoup pris sur lui. Pour qu'en gros, moi, j'ai le loisir de péter un plomb. Ah ouais. Tu vois, et que lui, il fallait pas qu'il craque, quoi. Et du coup, et moi, je le savais, donc je faisais en sorte aussi qu'il y ait, lui, des moments, tu vois, de respiration, parce que sinon, on tenait pas. Donc, on prenait à tour de rôle le relais, notamment pour les pleurs
le soir, on prenait le relais à tour de rôle dans la cuisine en la berçant et l'autre allait se promener. Et tout ça, toute la soirée. Enfin, c'était Tellement courageux. C'était chaud. Honnêtement, c'était très très chaud. Mais d'un point de vue couple, je sais pas comment on a fait, honnêtement. Mais ça a marqué un vrai tournant dans notre couple parce que on a été une équipe du début à la fin. Une vraie équipe. Vraiment, en fait, on a été dans la communication tout le temps. De dire là, ça va pas, là, j'ai besoin de prendre l'air. Encore une fois, mes parents, je parle beaucoup d'eux, mais honnêtement, ils sont à Ils vont côté. être trop contents en Ouais. écoutant. Mais ils étaient à côté, donc voilà. Mais je sais qu'ils ont beaucoup discuté avec Gus, tu vois. Ils ont été trop choux parce qu'ils appelaient tout le temps Gus en lui disant comment Alix va, mais comment toi tu vas. Enfin, tu vois, papa a appelé hyper souvent Gus, lui a envoyé des textos en disant comment tu vas, comment t'arrives à gérer avec le boulot. Et ça a été un vrai soutien pour lui parce qu'il savait que voilà, de ce point de vue-là, il avait des gens à qui en parler, quoi. Trop ouf comme relation Ouais. beaux-parents, beaux-fils. Enfin, Ouais, on a beaucoup de chance. Gus dit souvent qu'il a les meilleurs beaux-parents de la Terre et c'est pas loin d'être vrai parce que ouais, les parents sont trop choux avec lui. Enfin, franchement, et puis ils sont hyper attentifs et tu vois, maman dit souvent que Gus est son 6e enfant et ça se ressent vraiment et notamment là, à ce moment-là. Enfin, moi j'ai été bluffée par mes parents. Enfin, Et ça doit grave amplifier l'amour que t'as pour eux de voir qu'ils sont aussi choux avec ton mari. Carrément. Ah bah oui, non mais je suis déjà hyper admirative de mes parents. C'est un modèle pour plein de choses, de couple, de résilience et de force et tout ça. Ils ont leurs défauts aussi. Mais là, j'ai été bluffée parce qu'en plus, il a pris les trucs après coup. En gros, Auguste ne m'a pas dit sur le coup parce que mes parents lui avaient donné la consigne de pas m'en parler. Pour en gros que moi, j'ai pas trop de trucs en tête non plus. Et donc, j'ai appris après coup qu'ils discutaient tout le temps. J'ai vu les échanges de textos après et tout. Enfin, vraiment. Non, mais ils ont été trop choues. Enfin, franchement, voilà. Ils ont pris Zita, tu vois, des week-ends pour qu'on puisse souffler. Enfin, voilà. Et bref, j'ai senti que ça allait pas. Ce qui a fait un déclic notamment, c'est qu'un soir, je me suis couchée. On était chez mes beaux-parents pour le week-end de Pâques. Et je me suis couchée en me disant à Gus, là, j'en peux tellement plus que je préférais pas me réveiller demain matin, quoi. Sans avoir de pensée suicidaire, tu vois. C'était pas je vais me jeter par la fenêtre, mais j'étais tellement épuisée que vraiment, je lui ai dit littéralement ça. Je me souviens, j'étais dans le noir et j'ai senti un petit moment de flottement à côté. Enfin, vraiment, je crois que Gus a senti aussi que là, c'était vraiment grave. Et du coup, le lendemain, j'ai appelé mon médecin traitant en lui disant, écoutez, là, j'ai besoin d'aide. Prescrivez-moi des antidépresseurs. J'ai pas le choix, quoi. C'est une question de survie. Là, je peux pas gérer toute seule. J'ai besoin de... Et j'étais pas du tout, moi, contre les antidépresseurs et tout. Et je savais que ça pouvait vraiment, vraiment aider. Donc voilà. Et donc mon médecin m'a mis sous antidépresseur. Donc là on est avril-mai en gros. Donc Suzanne avait 4-5 mois. De quelle année? 2023? 2024 du coup. 2024. Ok. Et là ça a continué à être compliqué, mais moi ça commençait à aller mieux parce que du coup en rentrant, enfin voilà, j'ai mis beaucoup de choses en rentrant de ce week-end. J'ai mis beaucoup de choses en place, j'ai revu ma psy qui m'a dirigée vers une psy de la maternité, qui elle-même m'a dirigée vers un centre spécialisé dans les dépressions postpartum qui est près de Versailles, et où là j'ai été prise en charge aussi. J'ai vu des infirmières qui sont venues à la maison voir comment ça allait, puis je suis allée dans le centre pour avoir une pédopsie, enfin voilà. J'ai été vraiment accompagnée, j'ai joué le jeu, entre guillemets, des accompagnements vraiment poussés en acceptant toute l'aide qu'on me proposait. Et là, pour le coup, contrairement à la première, on a demandé de l'aide partout, quoi. Vraiment, on l'a dit déjà. Tu vois, nos copains, on en a parlé notamment à nos amis de Versailles qui ont été trop choux. Tu vois, moi, mes copines ont été hyper présentes. Vraiment trop chou, quoi. Enfin, voilà. Et on a mis des mots dessus, on a accepté de se faire aider. Et voilà, c'était la période de reconstruction a commencé. Sachant que ça a mis du temps parce que Suzanne avait du coup, les reflux ont commencé à aller mieux, mais elle avait des gros problèmes de sommeil et donc en fait c'était l'enfer. Elle ne s'endormait pas avant 23h30 minuit, et donc là ce qui a été compliqué, c'est que du coup on n'avait plus de soirée, on se voyait plus. Mais notre couple tenait toujours la route, alors avec des hauts et des bas, des périodes qui étaient un peu plus compliquées que d'autres évidemment, mais normal quoi, j'ai envie de dire.
Et on a fini par emmener Suzanne vers une psychologue formée, Bernadette Lemoine. Donc c'est une psychologue qui, notamment, qui travaille sur les peurs de l'abandon des enfants et tout ça. Et là, ça nous a sauvé la vie parce qu'on y est allé en novembre, je crois. Et donc Suzanne avait 11 mois et en 3 nuits, elle dormait. Et donc, au bout de 3 soirs après ce rendez-vous, à 19h30, elle dormait. Et donc, on a retrouvé nos soirées. Et là, ça a été assez dingue, quoi. La reconstruction n'était pas finie, tu vois, parce que moi, j'étais encore sous antidépresseurs. Et voilà, il y avait quand même une année quasiment à rattraper d'une certaine façon. Enfin, beaucoup de choses qui restaient un peu en suspens. Enfin, moi, je m'en voulais pour Zita, tu vois. Je me disais, mais en fait, pauvre shoot, quoi, qui a vécu tout ça pendant 1 an. C'est une petite fille qui allait bien, mais tu sentais qu'il y avait des fragilités quand même. Et puis, on avait envie de se retrouver. Enfin, on avait envie de se retrouver à 2 et de retrouver une vie de famille. Alors, je dis normale, mais oui, normale, en fait. Enfin, tu vois, posée, quoi. Juste agréable, en fait. Et moi, j'avais envie de définitivement commencer. En fait, j'ai un peu eu l'impression, le sentiment que ma vie avec Suzanne commençait à ce moment-là. Ah ouais. Tu vois ? Un peu comme si, ok, maintenant c'est bon, tu vas mieux, moi je vais mieux, tout est posé, parce que moi je l'ai vu souffrir et je l'ai vu aller pas bien. Enfin, un bébé qui dort pas avant 23h30, c'est qu'il va pas bien. Enfin, tu vois qu'il a au moins psychologiquement, qu'il y a des choses qui vont pas, quoi. Et un peu, ok, notre relation va commencer vraiment maintenant, tu vois. Ce qui était hyper intense et assez fou parce qu'elle avait presque 1 an. Alors ça allait quand même mieux, tu vois, l'attachement allait vraiment mieux depuis que notamment ses reflux et du coup ses pleurs incessants s'étaient arrêtés. Mais là, c'était un peu la grosse respiration et ok, maintenant on y va, quoi. Ah ouais. Et du coup, là ça fait bien 6 mois que Suzanne va mieux. Ouais. Et là vous en êtes où du coup dans votre vie de famille ? Et là, la vie est trop cool. La vie est vraiment trop cool. On profite à fond. On a 2 filles qui sont trop marrantes. Vraiment, qui sont vraiment, vraiment extraordinaires. Notre couple va trop bien. Enfin, franchement, tout est posé là. Enfin, on est une vraie famille, tu vois, on est un vrai couple dans le sens où on construit notre vie pour nous 4, quoi. Enfin, et ouais, la vie est trop belle, quoi. On en profite à fond, on fait plein de trucs, pas des trucs de ouf, hein, mais on fait quand même plein de trucs. Et ouais, juste la vie est belle. Et ça fait du bien. Ouais, j'imagine, ouais. Après toutes ces années pas faciles, c'est Ouais. quand même C'est cool. cool. Fait de la respiration. Ouais, carrément. Trop bien. Et avant qu'on s'arrête, est-ce que tu pourrais nous dire peut-être une chose que tu as comprise dans ces dernières années et que tu voudrais partager ? Enfin, vraiment le truc numéro 1 dont tu te dis il faut que tout le monde le sache. La communication. Pour moi, c'est vraiment communiquer de manière profonde. Arriver à dire à l'autre là ça va pas, mais ok, là ça va pas, mais pourquoi ça va pas ? Aller en profondeur des choses. Arriver à dire là j'ai été blessée parce qu'il s'est passé telle chose, parce que t'as réagi comme ça. Pas pour accuser l'autre, mais pour pousser en fait la communication et aller au fond des choses de manière posée. Et ne pas, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris, ne pas réagir dans l'émotion, quoi. Ne pas crier, ne pas réagir à chaud, apprendre à se poser, à dire ok, là il y a eu un truc qui allait pas, viens on se pose ce soir, on se fait un apéro, et on discute. Et si en face on a quelqu'un qui a du mal à discuter et à communiquer, le pousser en fait, tu vois. Moi je pousse beaucoup Gus quand on a une discussion, je dis d'accord, mais là tu dis ça, mais qu'est-ce que tu as ressenti profondément, qu'est-ce que ça t'a fait, et communiquer sur ses faiblesses, communiquer sur ce qui est douloureux, communiquer sur ce qui fait mal, et aussi communiquer sur ce qui est beau, sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui nous plaît, sur ce qu'on aime chez l'autre, parce que parfois je peut avoir tendance, tu vois, à dire ce qui va pas. C'est assez facile de dire à l'autre, là ça me saoule. Mais parfois on a un peu de mal aussi à dire merci pour ce que t'as fait. Et voilà, avoir cette balance, vraiment communiquer sur ces 2 aspects
et aller au bout des choses sur ces 2 points. Pour moi, c'est la clé, de la réussite d'un couple, quoi. En tout cas, nous, c'est ce qui nous a sauvés de nos situations compliquées et c'est vraiment ce qu'on veut mettre en place pour toute notre vie et tu vois, même avec nos filles, quoi. C'est la clé de tout pour moi, la communication. Trop bien. Et ben sur ces belles paroles, merci beaucoup Alix pour ton témoignage. C'était trop cool de t'entendre. Génial. Et vraiment, je me suis régalée à t'écouter. Donc bravo pour comment vous avez géré toutes ces histoires pas faciles. Et j'espère que la suite sera plus paisible. J'espère aussi. À très vite. Ciao. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à en parler autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus. Un grand merci et à très bientôt!